Salut à tous. Salut, Bonjour, Bonjour Niaë. salut Alice, salut Mathieu. Comment ça salut. va? Ça va très bien, vous? Nickel. Bien, bien. Pas mal ton fond d'écran. Enfin, ton fond de... Merci. C'est stylé. Bah, bonjour, on a Isatwit qui est déjà avec nous Hello. en commentaire. Salut à tous. On va attendre quelques secondes que tout le monde arrive. Là, on est 5. Donc, on se retrouve avec Niaë et Mathieu pour parler de comment Coda peut accompagner les associations dans leur, voilà, dans leur gestion d'activité, la gestion des bénévoles, des salariés, mais aussi des projets. Voilà. Et donc, on vous a préparé du contenu et un doc Coda qu'on va vous montrer pendant cette session. Salut, Olivier is here. N'hésitez pas à nous mettre un petit message dans les commentaires pour nous dire que vous êtes là, qu'on voit combien vous êtes, qui vous êtes. Je suis là. Ok, Olivier. Super. C'est vrai qu'avec ce beau temps, on n'a pas envie de Ouais. d'être derrière un écran. Zut. Et du coup, Niaë, je t'en prie, qui es-tu? Enfin, que faites-vous à Support Asso? Dis-nous tout. Très bien, donc moi c'est Niaye, je suis président fondateur de Support Asso. Support Asso, c'est une agence d'accompagnement au développement des associations. On accompagne depuis 3 ans plusieurs associations et associations en général à se structurer et se développer. On propose différents services de conseils pour prendre les bonnes décisions, de formation pour monter en compétences et de gestion, donc apporter du sur toute la partie gestion autour de 6 axes: administratif, financier, ressources humaines, communication, gestion de projet. Et pour terminer, la partie numérique. On va accompagner les associations au quotidien dans toutes leurs problématiques à lever les freins qu'elles peuvent rencontrer pour atteindre un certain niveau de maturité et notamment la partie optimisation des ressources et aussi le numérique. Et dernièrement, on a commencé à développer un accompagnement sur le code, notamment via un offre qui s'appelle Digital Asso, dont on parlera plus tard. Donc, voilà un peu ce qu'on fait chez Support Asso. On va accompagner les porteurs de projets, donc une personne, un groupe de personnes qui sont intéressées pour élaborer, mettre en œuvre un projet. Ça peut être une association ou une ONG, une collectivité ou encore des entreprises et fondations qui souhaitent contribuer à des projets à impact. Donc, voilà, aujourd'hui, ce qu'on fait Support Asso, on est actuellement une équipe de 4-5 dont 2 à temps plein, full-time sur Support Asso. Et voilà, on développe nos activités autour de ce projet. C'est chouette. Je vois qu'il y a... Qu'est-ce qu'il nous dit, Matt? Il y a Didier qui nous a rejoint. Salut Didier. Et il y a Olivier qui nous dit qui mange devant l'écran. Ok, bon app. Et super, ça existe depuis quand, Support Asso? Ça existe depuis 2021, d'accord. Donc depuis 2021, moi je suis dans l'associatif et j'accompagne des associations depuis une bonne dizaine d'années. J'ai été responsable financier dans des associations qui ont employé une centaine de salariés. Donc voilà, j'ai toujours baigné dans ce secteur associatif. Et en 2021, un peu après le Covid, j'ai décidé de monter une structure pour accompagner les associations à se structurer, à se développer directement. Super. Ok. Et vous êtes en région parisienne? C'est ça, on est en Île-de-France. Super. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, j'allais dire, des associations que vous accompagnez? Enfin, quelle taille elles ont? Quelle activité souvent Donc, elles- Donc, on a déjà accompagné des associations de très grosse taille, hein, on va dire une centaine de salariés, qui sont très, très connus, hein, qui ont pignon sur rue sur la partie automatisation des process financiers, etc. Mais si on doit parler vraiment des associations qu'on accompagne au quotidien, ça va être des associations qui ont entre 3 et 15 salariés à peu près. Donc, c'est un peu les PME associatifs, hein, des associations qui ont le profil de PME, qu'on va PME? accompagner sur toute leur... Ouais, c'est vraiment... En gros, si on fait le parallèle avec les entreprises... Ouais. C'est vrai c'est que, un peu comme les dit, TPE.
Excuse-moi de te couper. Et comme dit Olivier dans le commentaire, c'est vrai qu'on entend pas mal de résonance de ton micro. D'accord, ok, ça Donc je marche. pense qu'effectivement, le micro de ton casque fonctionne pas parce qu'on entend vachement de résonance. Peut-être que du coup, c'est le micro de ton ordinateur qui est sélectionné. D'accord, je vais regarder. On entend pas mal de résonance. Et salut Guylaine, ce sujet tombe pile poil pour moi qui va me lancer sur un premier projet Coda pour une asso. Et Guylaine qui dit c'est pas trop gênant. C'est vrai que c'est pas trop gênant, mais on doit se concentrer pour t'entendre. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des choses que vous entendez pas trop. Est-ce que c'est mieux? Ah super, là on l'entend bien. D'accord, ok, très bien. Bah, parfait, On entend bien ta ça voix. marche. Bah, merci Olivier. Donc on accompagne vraiment des associations qui ont de taille de TPE, donc qui ont entre 3 et 15 salariés à peu près. Donc c'est des associations qui sont quand même un minimum de solidité ou de stabilité, on va dire, hein, même si ça en présage rien. Et on va les accompagner sur toutes les problématiques qui vont les accompagner à se structurer en interne et à préparer et à être en capacité de se développer. Donc si on prend le parallèle avec les entreprises, c'est avoir une capacité à scaler sans forcément consommer plus de ressources humaines, donc des ressources financières in fine. Donc voilà vraiment le profil d'association qu'on accompagne et principalement qui offre pour le développement économique, dans le champ du développement économique et qui ont un modèle économique. Voilà un peu. Donc c'est des critères, on va dire c'est le profil type de l'association qu'on accompagne, mais c'est pas des critères restrictifs ou éliminatoires. Voilà, comme ça. Mmh. Donc voilà un peu le Salut profil. Paul, on a Paul aussi qui nous a rejoint dans les commentaires et en tout cas ouais le Bonjour micro Paul. nickel. Parfait, très bien, merci. Super. Moi c'est Voilà pour top. les- Est-ce que ça te va si on continue sur est-ce que ça vous va Mathieu, Niaï, si on continue sur le doc Coda? Après, on peut préciser que ça sera Ouais, en 2 étapes du coup, parce que c'est vrai que pour ceux qui ouais, s'intéressent de effectivement, suivre la suite. tu spoil. Ah Mais oui, effectivement, désolé, mais c'est vrai que non, ils se non, mais disent pas à la fin, c'est bon, ça sera pas c'est pour la fin, c'est pour dire rendez-vous jeudi pour la suite. Non, mais ah, c'est là, c'est non, mais t'inquiète pas, il y avait pas trop de surprise. il y avait pas trop de stratégies particulières, mais en tout cas, effectivement, aujourd'hui, c'est la première partie du live qu'on fait avec Niaé. Et on va vous montrer déjà un beau doc pour gérer euh, une asso avec la partie gestion de projet, données opérationnelles, pilotage d'activité. Et on souhaite aussi vous montrer d'autres choses un peu plus, je veux dire, un peu plus précises concernant la gestion des tâches, notamment le suivi financier, la partie sondage, intelligence collective, plus dans la partie, on va dire, du quotidien. Donc ça, on fera la deuxième partie de ce live jeudi prochain à midi, toujours sur le Twitch. Et ça lancera Digital Asso. D'ailleurs, dis-nous, tu peux nous en dire plus peut-être sur Digital Asso Tout à fait. que tu as lancé sur le Twitch. Donc en fait, vu que je suis chez Support AC, qu'on accompagne les associations et que chez No Code France, je suis dans la guilde diversité et inclusion avec Lorraine, ben, on a décidé de monter une émission qui s'appelle Digital Asso tous les jeudis de midi à 13h qui va débuter la semaine prochaine et durant laquelle on va partager des cas d'usage dédiés aux associations pour qu'elles puissent voir comment elles peuvent utiliser le no-code à leur profit et développer leur structure avec et grâce au no-code. Et aujourd'hui, on est content en fait que Elise nous invite sur l'émission de Coda tout simplement pour en gros notre premier live vraiment sur No Code France avant de lancer notre propre émission directement le jeudi prochain où on fera la deuxième partie de l'atelier du jour. Donc voilà, vraiment, Ouais, c'est voilà un top. peu pour le contexte. Et donc après, ça va être une fois ça va être à quelle Semaine, fréquence une fois par votre semaine. live? Une fois par semaine, waouh! C'est vrai Le que nous, c'est jeudi. une fois par mois, mais vous, ça va envoyer du lourd une fois par semaine tous les jeudis. Ça va être chouette. Bah, je vous propose de partager mon écran. Je pense que c'est bon. Yes. Bon, pour vous en dire plus, du coup, sur le doc Coda sur lequel on a bossé. Et donc, l'idée après, c'est on va vous le partager, vous mettra le lien là dans les commentaires pour que vous puissiez le copier. Heu et donc l'idée, voilà, c'était de se concentrer sur la partie gestion de projet, les données opérationnelles, le pilotage d'activité. En fait, c'est un peu ce qu'il faut pour lancer les premiers projets et s'organiser en tant qu'asso.
C'est ça, Niaï? C'est exactement ça. En fait, aujourd'hui, les associations, en fait, en tout cas du profil que les associations que j'accompagne, elles rencontrent beaucoup de difficultés à se structurer, liées principalement aux méthodes de travail et aux méthodes de Mmh. collaboration, notamment le fait que les associations ont énormément de bénévoles qui sont pas forcément disponibles au même moment, d'accord, qui ont pas forcément la les mêmes informations. Par exemple, ça c'est un élément très, très important. Vous allez voir dans une association, quelqu'un qui est arrivé il y a 5 ans et un autre qui est arrivé il y a 1 an. En fait, les informations, souvent, ils les récupèrent au fil de l'eau en posant des questions. Il y a pas de centre de ressources, il y a pas de centralisation de l'information, et cetera. Donc le numérique, on le considère vraiment comme un levier pour permettre à l'association de mettre tout le monde au même niveau d'information et de faciliter, la collaboration au sein de la structure. Donc ça, c'est le numérique en général. Et Coda, c'est un peu l'outil duquel on est tombé amoureux pour faciliter un peu la vie des associations. D'accord, on a déjà commencé à le déployer dans une structure et ça a fait ses preuves. En quelques semaines, on a vu un peu les résultats et l'intérêt que ça pouvait porter pour les dirigeants. Donc, voilà. En tout cas, c'est toujours chouette d'avoir vraiment toi ton retour, comment dire? Terrain, vu que tu baignes, dans le milieu associatif depuis combien de temps tu baignes déjà? Depuis une 10 ans. dizaine d'années? Quinze. Ouais, Ouais, c'est fou. ouais, Parce que ça met c'est quand même tout un wording et tout un univers particulier, quoi. il y a tout un champ lexical, il y a tout un fonctionnement, il y a des codes, c'est un peu. Et on le verra de toute façon au fur et à mesure des présentations et du déroulé que il y a des termes qui se disent pas forcément en asso et d'autres qui vont très bien pour les assos et pas en entreprise, etc. Mmh. OK, alors c'est parti pour la partie donc gestion de projet. Donc effectivement, déjà, première chose, effectivement avoir un endroit où on gère les projets. On peut ajouter des nouveaux projets facilement. Par exemple, allez, je vais en mettre un, le projet de Mathieu. Allez. Le projet de Mathieu, on va par exemple mettre, en statut avenir. On peut marquer une date de début, dire que par exemple, ça a commencé le 1er mai, jusqu'au, allez, 1er septembre. On peut mettre un référent projet, par exemple, allez, Niaé, du coup Mathieu, tu es pas dedans. C'est pas grave. On va pouvoir Je suis t'ajouter et client, par c'est pas grave. exemple, budget prévisionnel, on a un gros budget de 1 000 € et nombre de personnes estimées, allez, 400 personnes. Et après ce qui est, qu'est-ce qu'elle me disait Guylaine? J'ai bénévolement une asso et il voulait Airtable au départ, mais clairement Coda a l'air beaucoup plus adapté. Qu'est-ce qui te fait te dire, Guylaine, que Coda serait Mmh. beaucoup plus adapté? Parce que je vois tes contenus passer sur LinkedIn, mais voilà. Et sur le Discord aussi, les questions qui sont liées à ça, on le voit. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, Guylaine? Mmh. Est-ce que c'est le pricing, on va le mentionner, qui peut jouer quand même? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont fait tilt? Donc là, voilà, on peut en tout cas, en attendant que tu nous répondes, là, j'ai montré comment ajouter un nouveau projet. On peut marquer, par exemple, une description, qu'est-ce que serait une bonne description? Lénia, peut-être que tu as des idées de projets qu'on pourrait, En fait, juste pour introduire aussi cette partie projet, je ouais. voulais insister que de base, une association, à savoir une association, après les membres, elle tourne avant tout après les membres, mais la première chose autour de laquelle tourne une association, c'est le projet. Et on Mmh. parle beaucoup, c'est pour ça que s'il y avait des termes un peu particuliers, on parle de projet associatif. Un projet associatif, c'est vraiment le projet cadre, c'est vraiment la grande mission qui va reprendre la vision, les missions et les valeurs de l'association. Un grand projet associatif, je prendrai un exemple, hein, Action contre la faim, qui a pour vision de lutter contre la faim dans le monde. D'accord. Mmh. C'est son grand projet associatif, c'est son projet suprême, lutter contre la faim dans le monde. D'accord. Ensuite, à partir de là, ça va se décliner en orientation. On va avoir des orientations, des missions. Par exemple, mission, c'est éliminer la malnutrition auprès des enfants. D'accord. Ça va être la mission. Et puis, elle va avoir des orientations. Des orientations, par exemple, une orientation sensibilisation, une orientation soins, par exemple, soins médicales, et une orientation information, par exemple. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionnait, ça veut dire que chaque projet répondra à l'objectif du projet associatif lutter contre la faim dans le monde
Et chaque sous-projet qu'on va avoir, comme on a ici dans la liste, auront in fine répondre à une orientation. Ça veut dire que si on veut aller plus loin vraiment dans Coda, on devrait avoir le projet associatif en accueil, que tout le monde peut lire, tout le monde peut voir en accueil. Voilà le projet de l'association, vision, mission, valeur, date de création, etc. On devrait avoir une liste des orientations qui ont été décidées, par exemple, sur 3 ans. Et en principe, chaque projet doit être attaché à une orientation précise. Donc voilà un peu, pour parler un peu de structure. Et pour revenir un peu à ta question sur la campagne sur le projet, une description du projet, c'était bien sur la campagne de sensibilisation à la protection de l'environnement. Si on fait un projet, c'est sensibiliser durant tout l'été. Ben, ça va être le sujet, donc on peut en parler. Sensibiliser pendant. Tu voulais une description pour lequel? Ah, pour le Bah, en projet de fait, Mathieu. là, Ouais. voilà, campagne de sensibilisation, Non, mais effectivement, j'ai quand même des on va choses. utiliser On cet peut reprendre exemple-là. celui-là en Bah, exemple et après, celui-là, on peut utiliser le C'est- projet de Mathieu, si vous voulez aussi. On peut utiliser le projet de Mathieu, Allez, il n'y a pas de souci. Donc Mathieu a un projet à 1000 € qui débute le 1er mais mai 2024 et qui finit en septembre. Bon, c'est 6 mois. Ok, donc le yes. projet de Mathieu, ça peut être Un qu'est-ce qu'on va mettre objectif, comme quoi. Des un chiffres, objectif. genre toucher tant de personnes sur X Ça, on le mettra mois. plutôt dans les Ah, dans les objectifs. objectifs, ok. Ça, on mettra plutôt dans les objectifs. Est-ce qu'il y a une cause qui te tient à cœur en particulier ou pas? Bon, par exemple, la protection des animaux, ça peut être. Ok, après c'est les animaux. Donc le projet sur 6 mois, c'est organiser par exemple, il pourra organiser une campagne Ouais, de d'accueil, de sensibilisation sensibilisation à la protection des animaux ou sur l'abandon. 6 mois. Voilà, l'abandon des animaux, par exemple. Yes, Protection des animaux. c'est beau. Donc voilà, il va choisir certainement une zone géographique à l'abandon des animaux, je sais pas, en France ou en Île-de-France ou en D'accord. Occitanie, etc. En France, oui. On vise grand, France. non, mais en région lyonnaise, t'habites à Lyon. Oui, Voilà, oui, on peut mettre région lyonnaise. en région lyonnaise. Ok. Ensuite, donc voilà, on va pouvoir laisser ça un peu comme description. Ensuite, comme objectif, on va trouver un exemple d'objectif, c'est sensibiliser 100 personnes ou 1000 personnes, sensibiliser 1000 personnes. Là, j'avais mis Mmh. 400, mais on peut mettre. Ah, Oui. attends, parfait 400, parfait 400. Sensibiliser 400 personnes, ça peut être un objectif. Ok. On peut mettre un autre objectif, par exemple, 100 personnes qui accueillent 50 animaux, par exemple. Je sais Ah pas, oui. Mmh. ça peut être un objectif de la campagne pour savoir si elle a réussi ou pas. Mm. On peut avoir comme objectif d'avoir 200 inscrits prêts à accueillir des animaux. Là, Mmh. On peut mettre, juste pour comme ça donne des exemples et un peu d'idées, on peut mettre comme objectif avoir 400 adhérents. Oui, ouais, c'est vrai. En nombre d'adhérents. Et recueillir 10 000 € de dons, par exemple. Collecter 10 000 € de Ouais, dons. ok. Ouais. Je mets tout ça Ouais, comme ça ça peut être ça parle un peu des. à tout le monde. Ouais, ça Mmh. parle un peu à tout le monde, comme ça. Et Ouais, c'est bien. donc voilà. On a un petit retour de Guylaine sur la question qu'on lui a posée. Donc, qu'est-ce qui l'a fait basculer sur Coda plutôt que Airtable, par exemple? Alors, elle dit le prix, oui, pour chaque éditeur, pas besoin de licence. Pour une asso, c'est quand même non négligeable, Mmh. effectivement, de pouvoir, par exemple, être voilà, une cinquantaine, une centaine à éditer sans avoir besoin de 50 à 100 licences. Les interfaces sont plus modulables, je trouve, que sur Airtable. Effectivement, il y a des choses qui sont possibles sur Coda, C'est pas sûr. sur Airtable. Ça, c'est un peu du cas par cas, mais effectivement. Le design moins complexe, je trouve, pour les débutants. D'accord. La prise en main moins technique. Intéressant. Ben, en fait, c'est vrai qu'il y a ce truc quand même de Airtable d'avoir les bases de données, les interfaces, les automations, tout ça dans des univers, on va dire, séparés. Et donc, c'est vrai que plus en plus, pour configurer les interfaces, ça devient vraiment Ouais, j'allais dire, faut naviguer entre les. un métier à part entière, quoi. Moi, de plus en plus sur Airtable, la partie build, la partie utilisateur, elle est séparée et ça se complexifie. Et du coup, c'est vrai que sur cette partie-là, Coda. Et encore petit à petit, ils le rapprochent, hein, parce qu'avant les interfaces étaient vraiment bien séparées de
d'étape de Airtable. Au tout début, quand ça a été Ah oui, lancé, l'interface, ouais. c'était encore plus distant. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'elle nous dit aussi? Parce que je réfléchis à comment limiter le nombre d'outils et la facilité Mmh. que doit avoir l'association si elle veut modifier. C'est ça, si elle veut modifier ou ajouter des choses en fait. Excuse-moi Mathieu pour casser Vas-y, ta tête, adieu. mais effectivement, c'est comment finalement former quelqu'un à modifier, ajuster le doc Mmh. sans finalement être no code experte. Elle nous dit aussi que les cross-docs entre les pages, c'est très pratique, effectivement, et bientôt plus de possibilités de partage, attention. Ouais. D'action, la partie mobile. Effectivement, Airtable a plus le design entreprise pour générer énormément de données. Coda simplifie aussi la partie reporting, présentation de synthèse, de rapports. Ouais, ouais, les graphiques et tout. Les packs, c'est sympa pour synchroniser Coda avec d'autres outils sans devoir Mmh. passer par un Make ou un Zapier. C'est ça. Et elle nous dit que quand elle construit des interfaces sur Airtable, souvent les gens ne l'utilisent pas et restent sur la base. Ah, ça dépend. Ça dépend parce que parfois, pour des gros clients qui, enfin des gros clients ou des plus grosses équipes qui sont une vingtaine, une trentaine, et où il y a certaines personnes que tu invites que sur les interfaces et, mais pas sur la base, bah, du coup, elles s'habituent aux interfaces. Moi, j'ai quand même des gens qui sont contents des interfaces et qui s'y habituent. Mais c'est vrai que c'est tentant de retourner dans la base. Mais elle me dit oui. Ouais, effectivement, pour les solos, ouais. Dans son cas, dans les petits clans, on a vite tendance à aller voir dans la base ce qui se passe. En tout cas, merci pour ton retour d'expérience, Guylaine. C'est super chouette. Et du coup, excuse-nous, Niaï, on a un peu Pas de coupé souci. dans l'élan. Vraiment pas de souci. Je t'en prie. Donc voilà, Mais on a mis quelques objectifs. Ok. On peut mettre une équipe. Donc une équipe. une équipe. Pour un projet dans une association de taille normale, on va dire qu'une équipe, c'est aux alentours de 3-4 personnes pour un projet. Ok. Donc, voilà. Là, l'avantage, c'est, juste techniquement, c'est qu'en fait, j'ai fait en sorte d'avoir une table intermédiaire où là, on peut sélectionner un contact qui peut être un salarié et un bénévole, mais qui peut être peut-être multicasquette et lui assigner un rôle exprès pour ce projet-là. Après, ça dépend des assos. Peut-être qu'il y a parfois des assos où il y a des personnes assignées et des assos où il y a des gens qui, selon les projets, ont pas les mêmes rôles. Je sais pas quel est ton feedback là-dessus, Niaï? Tout à fait. Donc, vous allez avoir des associations où, par exemple, il y a un chargé de com qui est toujours là. C'est son chargé de communication. Et on va avoir des assos, par exemple, ils n'ont pas de chargé de communication et n'importe qui pourra, sur des projets différents, être soit référent communication, donc faire le lien avec le cabinet qui s'occupe de la communication en externe, ou être responsable de communication sur le projet si vraiment ils n'ont pas cette partie-là communication. Donc voilà, il y a un peu tous les profils, mais souvent, je pense que les associations n'ont pas de chargé de communication en interne. Ok, bah tant mieux. Comme ça, on peut mettre quelqu'un en communication, par exemple. On va mettre Niaé. Allez, on va en coordination. On peut mettre. Allez, je vais rajouter Mathieu. Oui. C'est math.dev. Oui, vas-y, mets comme ça. Voilà. Allez, très bien. Comme ça. Yes. Si quelqu'un veut te contacter. Et ok. Et le compte, je pourrais te rajouter aussi. Là, ce qui est chouette, c'est d'assigner aussi le compte Coda pour que quand la personne est connectée. Non, mais du coup, c'est pas ça en fait, je crois. C'est bus du coup. C'est Mathieu en entier, .bus 24. Tu vas me retrouver normalement là. Un bus 24. Yes. Ouais, ça se met en petit M. Ouais. Notify. Après, on peut personnaliser l'invite et puis voilà. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ça marche. Et donc, là, on peut même ajouter, donc par exemple pour Niaé, si on ouvre, donc quand on survole et qu'on ouvre, on voit la photo de Niaé. On voit la photo de Niaé, on voit tous les projets sur lesquels tu es référent et tous les rôles dans les différents projets que tu as fait. Et donc, pourquoi référent? Effectivement, référent, c'est là-haut, c'est la personne qui est responsable du projet. Quels sont les rôles qu'on retrouve souvent dans... On va avoir
On va avoir un chef de projet, donc coordinateur, ça va aussi très bien. On Ok. va avoir un référent, peut-être, et Ah une oui, personne qui va s'occuper une personne qui va s'occuper un peu plus de l'opérationnel ou de la relation avec les partenaires, etc. on peut rajouter En opération. charge des opérations. Ouais. Donc voilà un peu le profil. Ok, très bien. Et là, en fait, soit en survolant ici, on peut ouvrir le contact, soit ici, j'ai mis un bouton. C'est ça qui est chouette avec Coda, c'est qu'on peut mettre des boutons pour ouvrir les Mm. fiches un peu où on veut. Ensuite, il y a les parties prenantes. Mm. Donc là, les parties prenantes, tu peux soit en ajouter des nouvelles, soit dans la petite flèche ici, on peut en sélectionner des existants. Et donc, ce que j'avais noté, ce que tu m'avais dit, Naïe, c'est qu'il peut y avoir des financeurs, des mécènes ou des associations partenaires. Tout à fait. Donc, en fait, les parties prenantes, c'est vraiment, j'aime bien ce mot partie prenante, en fait, parce que des fois, on parle souvent de partenaire, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, qui rentre dedans ou pas. Alors que partie prenante, c'est assez large. C'est vraiment toute partie qui aura une interaction avec le projet. Donc, on peut avoir différentes structures qui peuvent avoir différents statuts. Donc, ça peut être un partenaire, peut être un financeur. C'est une personne qui finance le projet. Ça peut être un mécène, une personne qui sponsorise un peu le projet, mécène sponsor. Ça peut être du mécénat de compétences, donc mise à disposition de ressources humaines. Ça va être des structures qui prêtent des locaux ou des moyens. Voilà. Et les parties prenantes, ça peut aussi être les bénévoles, dans certains cas. C'est une partie prenante. Les salariés aussi sont une partie prenante. D'accord. Ensuite, dans les parties prenantes, on a les bénéficiaires aussi. Donc, ceux qui ont bénéficié des services de l'association, ce sont aussi des parties prenantes. Donc, vraiment, ça permet de tout regrouper. Et pour une structure pas trop grande, je pense que utiliser la fonction de partie prenante, c'est la meilleure chose à faire et mettre toutes les strates dedans. Après, si c'est vraiment une grosse structure qui a 50 financeurs, on pourra mettre par exemple les parties prenantes et peut-être à part les financeurs. Donc voilà. Et pourquoi aussi j'aime bien utiliser cette notion de partie prenante? Parce qu'en fait, une partie prenante qui est financeur sur un projet peut être mécène sur un autre projet et sponsor sur un autre, quoi. Ou juste prêter du matériel sur un autre. Donc son statut peut changer en fonction du projet. Et même une association, une structure partenaire qui est financeur, d'accord, peut être bénéficiaire dans un autre projet. Voilà. Je vais vous donner un exemple vraiment concret d'une association dont je suis proche, qui fait de l'insertion par le numérique. Ils sont financés par la préfecture pour faire de la formation dans le numérique. Mais de l'autre côté, ils ont aussi la préfecture comme client où ils leur proposent des prestations numériques. Voilà. Donc des fois, il y a cet aller-retour qui fait que c'est bien d'utiliser la notion de partie prenante et de lister les structures et de leur affecter un statut plutôt que de faire l'inverse. Voilà. Ouais, bah du coup, là, je pense qu'il faudrait que j'ajusterai le doc parce que là, j'ai directement fait une table des parties prenantes où on lui assigne un type, mais du coup, elle ne peut pas avoir différents types selon les projets. Mais je pourrais l'ajuster effectivement pour qu'on ait un peu comme l'équipe projet où on sélectionne un contact et on lui donne un rôle. Et bah, partie prenante, on peut faire un peu la même chose, c'est-à-dire sélectionner. Là, ce serait une structure et lui associer un rôle ou un type, en fait, c'est ça. Ouais, Après, ce modèle aussi existe aussi, hein, où il y a un financeur est un financeur et puis on ne parle plus, mais ça commence à changer un peu, il y a plus de flexibilité, plus de changement. Ok. Bah, peut-être que, ouais, pour la V2, pour le deuxième template qui sera un peu plus qui aura d'autres pages, d'autres fonctionnalités, je rajouterai cette partie un peu plus flexible des parties prenantes qui peuvent être, qui peuvent avoir en fait, par exemple, l'asso. Cet asso-là, elle peut être parfois structure partenaire, parfois, bon, peut-être que l'asso, c'est pas un bon exemple, mais ou ce financeur, parfois il peut être financeur, parfois il peut être mécène selon les projets, alors que là, on voit qu'en fait, c'est vraiment là, le type est vraiment rattaché à la structure sans sans pouvoir le changer par projet. Là, je propose pour les étapes qu'on reprenne plutôt un autre projet où j'avais déjà renseigné des étapes. Par exemple, celui-là, la campagne de sensibilisation à la protection de l'environnement. Là, j'ai mis un certain nombre d'étapes, pardon. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'on peut découper donc son projet en plusieurs étapes, mettre une date de début, une date de fin, pour chaque étape et même une description. Et on les peut petites même couleurs aussi, en fonction là, du c'est des statut. couleurs en fonction du statut. Donc terminé, en cours et à faire. Après, effectivement, là, mon statut ne se calcule pas automatiquement en fonction des dates. C'est moi qui viens changer là le statut. Mais on peut aussi se dire que le statut il peut se calculer en fonction des dates qu'on a.
Ça, c'est en fonction de... Ou si on veut le laisser flexible comme ça, le changer à la main, on peut faire une automatisation. Pour Ouais, checker si la date de fin elle change, hop, bah, on va regarder si c'est une date antérieure, bah, on passe en terminé du coup. et il y a Ça un truc permet de le rendre quand même modifiable, quoi. et il y a un truc qui vient de changer, qui s'est Mmh. amélioré aussi sur Coda, c'est les working days. Donc là, par exemple, on voit que ça va du lundi au vendredi d'après, donc 10 journées, 10 journées de travail. Si on essaie de le déplacer là, au samedi, bah, en fait, ça me le décale jusqu'au lundi pour encore avoir 10 journées de travail. Enfin, en fait, ça m'a rallongé la durée pour avoir toujours le même nombre de jours travaillés, dans Ouais. le, dans le décompte. Mais ça, effectivement, vous pouvez le paramétrer après. Là, il me semble que c'est là-dedans, c'est là-dedans, voilà, respect working days. Vous pouvez choisir est-ce que oui ou non, ça doit respecter le nombre de jours, ouvrés, je vais y arriver, dans la période, ou est-ce Et on qu'à peut les choisir. l'inverse, vous voulez que ça reste toujours la même taille, quoi, la même durée. Voilà, et puis ce qui est chouette aussi, c'est qu'on peut maintenant ajouter même des étapes où on dit, par exemple, voilà, on peut mettre, juste un événement. On peut le mettre juste, une date unique, le Et 20 ça fait un avril, voilà, et milestone. ça va nous faire une milestone. Mmh. Si on met juste une date de début sans date de fin. Donc ça peut nous permettre d'avoir, Un petit événement spécifique. des milestones comme ça. Est-ce que tu as des choses à dire particulièrement sur les étapes, Niaye, des conseils? Pour les étapes, je ne sais pas si c'est possible encore sur Coda, mais peut-être rattacher des sous-étapes aux étapes, d'accord? Mmh. Et que, par exemple, Mmh. je vois le fonctionnement d'une structure, que les directeurs fixent les étapes, les jalons, et qu'ils sont le seul capable de les modifier, ou peut-être le coordinateur, et que les sous-étapes, ou que le directeur choisisse les étapes, les sélectionne, qu'il y ait une base de données d'étapes ou une liste d'étapes, et que les coordinateurs doivent rattacher les tâches à des étapes, quoi, par exemple. Mmh. Un peu, voilà. Oui, c'est possible d'avoir, Oui, c'est possible de largement. découper. Là, par exemple, j'ai mis des dépendances entre Mm. les étapes, mais on pourrait imaginer effectivement d'avoir une étape avec dedans des tâches, les Mmh. tâches qui sont, enfin, c'est pas réellement une dépendance, mais en tout cas qui sont rattachées, qui seront rattachées à l'étape. Et donc, on pourrait soit l'afficher sous forme de timeline, soit peut-être si on a des tâches et des étapes et des sous-étapes, plutôt l'afficher sous forme de table, ce serait peut-être plus simple. Effectivement, c'est possible aussi. Et par On peut exemple, là, tout tu faire de vois, toute façon. On peut là, faire ce qu'on veut. dans cette vue-là, tu vois, on voit par exemple, on a le projet. Quand on déplie le projet, on a les étapes du projet, mais on pourrait s'imaginer faire un peu la même chose pour des étapes et des sous-étapes. Voilà. Ouais, sinon, la timeline, non, vraiment, elle est bien faite. On sait, ouais, je me suis amusée à mettre des petites couleurs, mais ouais, le gros avantage de la vue timeline, c'est qu'en fait, on peut facilement changer les dates ou bouger les éléments, directement sur la timeline. Là, j'ai pas mis de contraintes particulières, mais on Mmh. peut aussi mettre des contraintes ici dans les options et dire, dans les dépendances, alors je sais pas là, pardon. Si, Dans les c'est dépendances juste là, ouais. qu'on peut dire que, par exemple, ici, donc je ne peux pas. Je peux pas parce que là, je l'ai mis sur mon plan, gratuit ce template. Mais voilà, si vous avez un plan team, du coup, vous pouvez aussi, voilà, quand vous déplacez Percuter, une des tâches, enfin une des mmh, étapes, que ça déplace celle qui suit. Soit en flexible, soit en strict. Strict, c'est vrai que ça garde même l'espacement. Si vous avez décidé de laisser une semaine d'espace entre 2 étapes, ça va garder l'espacement quand vous déplacez. Tu as quelque chose à rajouter, Mathieu? Pardon. non, non, c'était ça, c'est bon. OK. Mais donc voilà, c'est accès qu'au plan team. C'est vrai que, étant donné que je suis en plan team, parfois on sait plus quelle feature est à quel plan. Mais en tout cas, on peut faire une petite, on peut en profiter pour parler du pricing, si ça Mmh. vous dit. Ouais, ça peut Je être voulais juste une compléter par belle rapport introduction. à la partie Ouais. projet. Oui. Juste que vous sachiez en fait vraiment cette partie projet qu'on vous a présentée ici, il y a vraiment, c'est un triptyque, hein, c'est vous retrouvez dessus la description du projet, le Mmh. budget
et la roadmap. Et en fait, c'est vraiment, nous, en tout cas chez Support Asso, c'est comme je disais, on s'axe beaucoup sur le projet associatif qui est la raison d'être et d'exister de l'association. Et en fait, ces triptyques-là, c'est vraiment ce qu'on va vous demander à chaque fois que vous allez faire une demande de subvention, une demande de financement, etc., lorsque vous allez répondre à un appel à projet. Et c'est sur ça qu'on va se baser aussi pour faire le bilan du projet. Donc, en gros, l'idée, en fait, dans la construction de cette fiche projet, c'est que si elle est bien tenue, en termes de tâches, d'étapes, d'objectifs, de budget, etc., si elle est bien tenue, ça vous fait 80% du travail de la demande de financement et du bilan. Voilà, donc vraiment, c'est vraiment pour faciliter aussi toute cette partie-là d'obligations un peu administratives. Très bien. Ça fait un process très fluide. C'est C'est bien. Et en termes de pricing, je voulais vous montrer. Effectivement, donc il y a ces 3 abonnements. Là, si on parle, donc si on paye par mois ou si on paye à l'année, mais globalement, voilà, il y a le plan gratuit, le plan pro à entre 10 et 12 $ par mois, et le plan team entre 30 et 36 $ par mois. Et c'est vrai qu'en équipe, ce qu'on conseille quand même, c'est de partir sur le plan team, où vous allez payer pour 1 ou 2 personnes qui vont être du coup doc maker, c'est-à-dire qui vont pouvoir ajouter des nouvelles pages, notamment créer des nouveaux docs. Alors voilà, vous allez pouvoir ajouter comme ça des nouvelles pages, partager le doc ici, ou en créer des nouveaux docs. Et donc ça, c'est Gestion des droits aussi. et même Partage. voilà, pouvoir locker certaines pages, voilà, pouvoir locker certaines pages pour qu'en fait, voilà, certaines pages, elles soient qu'en interaction ou même en lecture seule. Ça, c'est vraiment, peut être vraiment intéressant. Et donc, vous allez pouvoir donc payer 1 ou 2 abonnements de DocMaker et après, laisser tout le monde en éditeur gratuitement. Donc, vous pouvez être 50, 100 personnes, enfin, c'est limité à éditer le document. Donc, tout le monde va pouvoir ajouter des infos dans les tables, écrire même sur les pages, mais ils vont pas pouvoir, comme je disais, ajouter des nouvelles pages ou créer de nouveaux docs, par contre. Et juste, c'est un petit bonus, mais il y a un petit peu de crédit IA. Ouais. Qui peut être pas mal, contrairement à certains outils qui le font payer en plus. 6 000 crédits là, ouais. Voilà. Par contre, c'est que pour les DocMaker. Juste pour répondre par rapport à ça, Elise, le fait qu'il y ait que 1 ou 2 docmakers et que d'autres soient en éditeur, nous, ce qu'on fait à chaque fois qu'on intervient dans des assos, on nomme toujours, soit il y a déjà, soit on nomme un référent numérique. Toujours un, d'accord? Ouais, c'est important. Et c'est vraiment la personne qui est dédiée et qui va souvent créer les pages, s'assurer que les paramétrages sont bons, etc. Et éviter que. Donc en fait, il n'y a vraiment aucun intérêt qu'il y ait 10 personnes qui soient docmakers. C'est comme quand vous allez dans n'importe quelle structure, l'administrateur réseau, il n'y en a pas 10 qui gèrent le réseau, quoi. Il n'y a pas 10 qui gèrent les accès, voilà. Donc c'est un peu l'idée. Donc vous n'aurez jamais besoin en fait en asso plus de 2 docmakers. Je pense qu'il y aura une personne dans la gouvernance, ça veut dire soit un président, directeur ou administration, mais je pense que ça va être le directeur en général, et une personne dans l'opérationnel, quoi. Ils seront 2 maximum, quoi. Et comme nous dit Franck, c'est vrai, très juste, les assos en plus ont le droit à moins 50%. Ouais, moins 50. Et donc voilà, ça revient à 15 $ par docmaker. Donc c'est quand même ouais, super intéressant comme remise. C'est vrai qu'ils le mettent pas en avant en premier. Non, mais je crois il y a un plan où ils t'offrent 100 crédits aussi, hein, de mémoire. On y avait eu le droit. Ouais, ah oui, là, ils le disent tout en bas, 50% de discount. Et par contre, voilà, oui, 1000 $1000 €. de Voilà. crédit, c'est plutôt pour les Pour les startups. startups, ouais, c'est pour Pas les sûr startups. qu'on puisse faire startup et non-profit en même temps. Effectivement. Mais dans les 2 cas, voilà, ils proposent des solutions, c'est cool. Mais pour les startups, vous pouvez effectivement avoir 1000 $ de crédit aussi pour débuter. Ce que vous pouvez faire si vous êtes. Ouais, vas-y. Je t'en prie, pardon. Non, mais je disais aussi pour les étudiants et les éducateurs, apparemment, ils proposent aussi des discounts, mais ils ne précisent pas combien, mais n'hésitez pas à remplir les formulaires. Je t'en prie, Niaï. Moi, ce que vous pouviez essayer de faire, c'est peut-être, je sais pas dans quel sens, aller sur Solidatech, récupérer le jeton s'il y a une réduction. Donc prendre la réduction non-profit et ensuite aller sur John Secret pour prendre l'abonnement. Pourquoi sur John Secret? Je pense que ton micro, il est plus en. Ouais, peut-être descends-le un peu plus proche, mais ouais, C'est mieux comme ça?
Ouais, Ouais, c'est mieux. on te Ok, perdait petit à petit. ok, excusez-moi, pas de On te souci. perdait petit à petit, mais donc tu nous disais qu'il y a des promos aussi pour Join Secret. Je sais pas s'il y a Coda dessus, mais il faudrait peut-être regarder sur. Après déjà, après bon, on est tous d'accord qu'il coûte pas très cher non plus, donc c'est pas. Mm. Voilà, si vraiment il y a besoin. C'est ça, mais n'hésitez pas, ouais, de temps en temps, soit sur Join Secret ou Freelance Stack, effectivement, il y a aussi des promos, enfin des promos ou des codes. Mais les codes, en tout cas, que j'avais vus, c'était surtout, à chaque fois, ça redirigeait surtout vers ceux-là. Donc, je pense pas qu'il y en ait beaucoup d'autres. Mm. D'accord. Mais si un jour on vous en dégote d'autres, on vous les partagera. Ne vous inquiétez pas. On peut. Mais je pense que si vous êtes sur ce live, vous avez dû comment dire, vous devez nous suivre sur soit LinkedIn, soit notre chaîne YouTube Coda tout simplement. Mais en tout cas, voilà, si un jour on a des offres particulières, on n'hésitera Oui, pas à vous partager on ça sur partage. LinkedIn, Coda tout simplement, ou sur notre chaîne YouTube. Vous serez au courant. Et on a aussi un Discord, on peut en profiter pour mettre Mhm. le lien sous la main, Je vais le faire. Mathieu. Et on a aussi un Discord où on vous partage des astuces et où d'ailleurs on Et puis voilà. s'entraide. Ouais, voilà, s'il Aussi, y a des blocages ou des interrogations, on cherche ensemble. Voilà. Est-ce que j'allais dire, est-ce que Super Asso, est-ce que toi, Niaë, tu as des liens particuliers à partager? Je sais que vous êtes sur Insta. Ouais, nous on est beaucoup sur. On a une chaîne Telegram, d'accord? Vous pouvez nous suivre sur Instagram ou sur LinkedIn, mais on a une chaîne Telegram où on partage les infos vraiment quotidiennement. Ok, tous les jours de ce qui se passe, je vais vous le mettre. Vous pouvez rejoindre la chaîne Telegram de Support Asso. Je vais la mettre ici. Et comme ça, au moins, ça vous fait un canal et vous êtes sûr de ne rien rater à partir de là. Sinon, je suis sur LinkedIn et sur Instagram de Support Asso. Je vais vous mettre tout ça ici. C'est vrai que je suis sur Telegram et ça envoie. Vous nous donnez plein d'infos et de conseils, c'est chouette. Là, forcément, il me dit qu'il y a une erreur. Ouais, là, vu que t'es en gratuit, tu vois, Parce que il est marqué ready only. Ouais, Voilà, va donc je vous mets falloir la le chaîne Ah désactiver. oui, c'est parce que Telegram. Faut que tu le. Comment on fait déjà pour le. Ouais, du coup, full contrôle, voilà. Donc là, Elie, je t'ai mis le canal Telegram, si tu peux le mettre dans les Vas-y, je le mets. commentaires. Ok, merci. Et sinon. Ouais. Tu me l'as mis dans le chat, ok. Et là, en fait, c'est parce que j'ai passé mon doc du plan team au plan gratuit. Donc, vous pouvez totalement changer. Ah, bah voilà. Ouais, bah, Je les ai tous les deux mis. c'est pas grave, Mais au moins ils l'auront. Mais je veux dire, quand vous passez donc les docs, vous pouvez très facilement les changer d'un workspace à l'autre. Simplement, voilà, par exemple, là, j'ai passé mon doc du plan team au plan gratuit. Donc, il y a des choses, par exemple, le locking, où je n'ai plus le droit de l'activer. Donc, il faudra effectivement, que je regarde comment Ah bah voilà, turn off locking, c'est bon. Je voyais pas le bouton. Et donc là, si je veux pas que mon doc devienne read-only, c'est-à-dire bloqué, enfin en lecture seule, il faut que je désactive certaines fonctionnalités qui étaient en plan team, notamment le locking. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien locker les docs pour l'usage quotidien. Ça permet d'éviter de voir les options qui s'affichent. Bon, là, c'est pas trop gênant, mais par exemple, sur certaines pages, parfois, c'est un peu embêtant d'avoir à chaque fois les options qui s'affichent en haut. Et donc, c'est plus agréable de locker pour même l'usage quotidien. Donc, c'est pas juste pour empêcher que quelque chose soit cassé, c'est vraiment aussi pour juste que ce soit plus agréable. Ok, et donc les dernières pages que je voulais vous montrer, c'est là, du coup, la page de gestion des bénévoles et des salariés. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir référencer toutes les personnes qui bossent dans l'asso. Là, ne pas oublier de mettre vraiment, de les inviter sur Coda et d'à chaque fois associer à une personne le compte Coda. Comme ça, quand vous filtrez des éléments, des tâches sur le current user, comment dire, par exemple, là, vous voyez le projet, il est associé, celui-là, à Niae, en référent projet. Et si un jour, vous voulez mettre un filtre pour que les personnes voient uniquement leur projet et donc filtrer sur le référent, il faut bien que dans le référent,
dans la personne, le contact, il faut bien que ce soit rattaché au compte Coda pour que Coda sache quel prénom-nom correspond à quel compte utilisateur, en gros. Voilà. Et puis voilà, la fiche contact qui permet de, comme je vous avais montré tout à l'heure, de voir les projets, les rôles. Et donc là, on voit que par exemple, Niaé, il a des rôles de communication, mais de coordination et de distribution. Il fait tout. Sur les projets, il y a toutes les casquettes. Voilà. Là, on a les fameuses parties prenantes. On a le nom. Là, on voit une autre mise en page. On voit la mise en page de detail, où là, du coup, on peut naviguer d'une partie prenante à l'autre. Ah, ça va, Niaé? Il y a eu une petite coupure. Il y a une coupure. Je poursuis. Donc, on a les parties prenantes. On voit tous les contacts associés aux parties prenantes et pareil, les projets. Mais on se rend compte que dans certaines structures, la vue détail, elle est plus appréciée que la vue de table. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Mathieu. Tu as eu quoi comme... J'aime bien la vue comme celle-ci, là, mais sans le panel, je m'en sers beaucoup. Par exemple, sans Sans le panel sur... Ouais, Sens à gauche, ouais, effectivement, si par vous avez exemple. l'option, Ouais, bah oui, là-dedans, vous pouvez désactiver la navigation à gauche. Mais du Et coup, c'est comment vrai que tu ça fais pour aller pour Eh ben, en naviguer? fait, moi, je m'en sers de vue, quand je fais une vue détaillée avec un select Ah, qui en haut. impacte tout au fond, enfin tout ce qu'il y a au fond de la page, en fait, et ben dès que je veux modifier une description, au lieu que ce soit une formule, je mets cette vue-là avec la description du projet. Parce que moi, je fonctionne, pas souvent avec la vue modale. Je fonctionne Ah vraiment ouais. avec le select et tout ce qui est en dessous est impacté et vu que souvent Mmh. j'ai une description, bah, si je veux la modifier rapidement sans l'avoir à ouvrir, j'utilise cette vue-là avec juste le champ description et là on peut le modifier, sans problème. On peut pas Enfin, c'est une petite astuce, quoi. Après, ça dépend comment on travaille, hein. Mais moi j'avoue que Ouais, on pourrait mettre un select là, par moi je exemple, mets heu, dans le cas d'un projet, par exemple, j'ai mon select, je choisis mon projet par exemple, relation. et tout au fond, il y a tout qui se... Plutôt là, ce serait par exemple select d'une partie prenante. Oui, voilà, tu choisis ta partie prenante et moi, au lieu d'avoir une vue comme ça, je me fais des call-out avec l'information Ouais. de la partie prenante qu'on a sélectionnée. Et là, voilà, Je dès que tu mets la tout en sélectionnes forme. là, tout le reste, ça se met à jour, c'est ça? Voilà, Mmh. tu vois, toutes ces Ouais. infos, adresse, type, Et tout donc là, ça, il faut il y a juste des... mettre un filtre, ajouter un filter, formulaire, Voilà, c'est ça, le select, partie prenante égale 10 €. égale, ouais, this row. Voilà, donc là, forcément, tu en as plus qu'une. Blank, ça met rien. Voilà, asso. Et après, du coup, je mets pas forcément le titre parce que je sais, le titre, mais je m'en sers, par exemple, pour la description, si je dois modifier la description. Vous pouvez effectivement avoir un peu, c'est un peu comme ce que vous Mais avez dans On peut faire plein de Airtable. choses en fait. Ça dépend comment on veut bosser, comment on veut l'afficher, on peut faire plein de choses. Non, mais c'est clair, mais c'est un peu comme ce que vous avez dans Airtable, le record review. Non, je sais plus le nom. Vous avez un select pareil en haut et en fonction de ce que vous sélectionnez, toute la page elle se met à Mmh. jour. J'avoue que j'aime bien fonctionner comme ça, ouais. C'est vrai que moi j'ai plus tendance à mettre des listes déroulantes partout, mais enfin des listes déroulantes, plutôt Des tables et des cartes ou autre, oui. Bah, après ça dépend quelle vue, je le listes. fais pas partout, ouais. Mais sur certaines vues, par exemple, ouais, On peut laisser après on peut comme faire ça, comme hein. on veut, hein, il y a plein Je vais vous d'astuces, laisser comme ça. Sélectionner la partie prenante. Voilà. Là, on peut sélectionner la partie prenante et ça met à mais jour tu le vois tout ce reste. qui est, le bouton, tu peux le cacher, du coup tout ce qui est filtre, tu peux cacher. Ah oui, effectivement, Et ça, on peut le après, tu vois, cacher aussi. il y a plein de... Après, ça dépend ce que la vue, en fait, faut voir déjà qu'est-ce qu'on veut présenter sur cette vue. Qu'est-ce qu'on veut qu'il soit modifiable ou non, et puis voilà. Bah là, c'est vraiment pour effectivement consulter l'adresse, le code postal, la ville, tu vois, Ouais, ouais, ou pour consulter je pour cette partie prenante, accéder à tu vois, tous mais les comme ça, détails. tu pas besoin d'ouvrir une modale ou autre, et C'est bon, après, ça. il y a plein de... Moi, j'aime bien aussi mettre un call-out, Ouais, tu par peux le mettre exemple. dans un call-out, tu peux... En haut. Maintenant d'ailleurs, le call-out est disponible en blanc aussi. Bon, ça c'est sympa, avant ça n'existait pas. Mmh. Petite info, mais on peut le mettre aussi dans une autre couleur. Par exemple, là, on était dans les teintes de violet. On pourrait rester pareil dans les teintes de violet. Et après, on peut se dire, tiens, qu'on va mettre aussi le bouton aussi dans le call-out.
Donc là, on peut se faire un petit button qui va du coup ajouter une row dans la table partie prenante. Mais là, Tu on peux est d'accord. même faire un run action qui va te setter le select du nouveau. Tu peux aller plus loin, tu vois. Ah ouais, Tu peux aller setter le select, tu vois ce que je veux dire, de la dernière row créée et tac, ça t'évite des clics, tu vois. Et c'est... Ouais, effectivement. Bah, je vais rester simple, mais Oui. mais on peut aller assez loin. Ici, en fait, effectivement, vous pouvez choisir l'action et ensuite dans quelle table. Et vous pouvez mettre même des valeurs par défaut. Bon, là, je ne vais pas mettre de valeurs forcément par défaut. Mais vous pouvez aussi transformer cette action-là en formule. Et après, ici, donc là, vous voyez que c'est en fait les actions, c'est des fonctions en fait dans Coda. Et là, vous pouvez en fait enchaîner plusieurs actions. Pour ce faire, il faut mettre le Run Actions, qui là va vous permettre d'enchaîner les actions, le Add Row, puis le, je sais pas, Duplicate Rows ou Modify Rows. Enfin, on peut faire plein d'actions dans la foulée. Bon, là, je vais rester simple. Mais c'est plutôt pratique quand on veut un bouton qui fait plusieurs choses en même temps. Et ça, on peut le trouver. Ça, on le trouve que chez Coda. On peut faire vraiment, on peut s'adapter à la personne, comment elle s'organise, comment elle souhaite voir les choses. Ouais, et donc voilà pour du coup cette page qu'on a un peu modifiée. Ah, Niaï est revenu. Il est revenu avec nous. J'ai eu un petit souci technique là. Pas de problème, on a fait les nerds de Coda. Non, on a joué un petit peu avec la page précédente, on a ajouté voilà un sélecteur en haut pour voilà aller naviguer d'une partie prenante à l'autre. On a mis les boutons ici. On vous a montré quelques petites choses. Et Denis Prodhomme qui nous dit on est d'accord, Coda, super puissant. Salut Anto par le web qui nous a rejoint. Bon, ça c'est chouette. Et du coup, ça tombe bien, tu reviens Niaï pour. On va aller parler du tableau de bord après. Donc là, c'est aussi ça. Là, c'est juste les contacts externes. Donc c'est pareil que les contacts internes. Simplement, donc pour la petite info, j'ai tout regroupé les contacts dans une même table. Mais je me suis dit, tiens, je vais séparer les contacts qui sont soit bénévoles, soit salariés dans une page. Et là, j'affiche que les contacts qui sont externes. Et pareil, la vue de détail, j'en ai créé 2 différentes, soit pour les contacts externes, soit pour les contacts internes. Donc, en fait, les contacts internes, on voit qu'il y a une photo, on voit les projets en tant que référent, on voit des rôles, alors que les externes, j'en ai pas mis. Après, ça, peut-être que c'est pas utile pour... selon l'asso, selon votre mode de fonctionnement, à voir voilà, si vous voulez mettre des photos pour tout le monde, si tout le monde peut avoir un rôle dans les projets. Enfin, ça, tout est flexible en fait. Mais ce qui est chouette en tout cas, c'est de voir que voilà, selon la typologie des lignes, des objets, vous pouvez mettre des pages de détails différentes, quoi. Ça, c'est quand même chouette. Et donc, pour le tableau de bord, est-ce que tu as des petits éléments à nous donner, Niaï? Est-ce que les assos utilisent beaucoup des tableaux de bord ou est-ce qu'ils devraient beaucoup en utiliser, mais Je dirais plutôt que en fait, les associations devraient beaucoup en utiliser, mais elles ne le font pas. Souvent, les associations qu'on accompagne, on le voit, elles naviguent beaucoup à vue, c'est-à-dire qu'on sait comment ça va se passer dans 3 mois, mais après, on ne sait pas trop. On sait comment ça va se passer dans 6 mois, après, on ne sait pas trop. Et il y a une grosse problématique, et moi, le tableau de bord, pour moi, il serait plus même pour les dirigeants et la gouvernance, c'est que des fois, vous avez les présidents qui ne sont pas trop présents, ou l'administration qui n'est pas trop présent, et c'est bien qu'ils soient au courant systématiquement des projets en cours, des projets à venir, des projets terminés ou pas, et qu'ils puissent voir un peu quels que sont les... S'ils voient qu'un projet qui traîne un peu, il y a peut-être des difficultés, c'est de voir un peu ce qui se passe. Et aussi sur la partie budget financement. Il y a un gros besoin pour les associations sur leur projet de suivre les budgets et les financements et surtout la trésorerie. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on avait fait un peu pour une structure, Élise et moi, donc, suivre la subvention demandée, la subvention accordée, le montant versé et quand est-ce que ça va verser pour faire quelques prévisions. Et ça, c'est très bien aussi de le suivre par projet et de s'assurer qu'on ne déborde pas, quoi. Donc, voilà, vraiment, le tableau de bord, moi, c'est quelque chose sur lequel je mets un gros point d'honneur au niveau des associations, d'en élaborer un
qui répondent vraiment aux besoins et qu'on puisse suivre l'activité systématiquement et pas naviguer avec quoi. Donc, voilà. Donc vraiment, merci en tout cas d'intégrer aussi cette partie-là dans le template. Et ça peut vraiment. Ouais, mais là, ça reste un tableau de bord assez, j'allais dire sommaire, mais on pourrait ajouter plein de choses. Mais voilà, pour la semaine prochaine, je pense que j'ajouterai encore des petites choses, notamment en lien avec la finance, les demandes de financement, effectivement. Mais là, déjà, très basiquement, on voit qu'effectivement, les infos renseignées au niveau des budgets, elles s'affichent ici, au niveau des budgets des projets, pareil au niveau des personnes touchées. Et ce qui est chouette, effectivement, c'est ça, c'est de pouvoir ajouter des chiffres un peu partout. Donc là, en fait, si on fait clic droit, c'est une formule qui vient afficher le nombre de... Là, c'est la table projet qu'on vient filtrer sur le statut qui est à venir et on vient compter. Donc là, c'est le nombre de projets à venir, en cours, terminé. Et donc ça, c'est juste du texte. Hein. La formule, elle est juste sur le chiffre. Et ce qui est chouette dans les tableaux de bord, c'est qu'on peut vraiment personnaliser à fond. Pareil, là, j'ai rajouté des filtres si par exemple, on veut filtrer que les projets en cours. Vous voyez, je clique ici, mais ça met à jour mes graphiques au-dessus. Pareil, sur la date, je peux sinon mettre tous les statuts, mais qu'une date qui est, par exemple, j'ai configuré par défaut 30 jours avant, il me semble. Là, je peux reset et ça me met automatiquement au 13 mars. Donc, les 30 derniers jours, les projets des 30 derniers jours. Et donc, ça vient après, je vous laisserai fouiller, mais ça vient dans les filtres. C'est là où on peut venir filtrer nos graphiques selon des contrôles, comme on appelle Coda. Et donc, il faut après s'amuser un peu avec les formules pour aller dire je filtre selon le statut qui est sélectionné, selon le début de projet. Et d'ailleurs, comme dit Guylaine, ce qui me déstabilise juste dans Coda par rapport à Airtable et autres, c'est qu'on a trop de flexibilité. Effectivement, moi, je me prends parfois sur des projets à passer plus de temps parce que je vais me dire, tiens, je peux faire ci ou comme ça. Et il y a tellement de flexibilité, de choses qu'on peut tester et peaufiner que parfois on se perd à vouloir trop, oui, c'est ça, peaufiner nos docs, tester des choses. On s'amuse, mais Elise, moi, pour moi, ce que je conseille beaucoup aux associations, et j'insiste beaucoup souvent avec le référent numérique, c'est que les choses les plus simples sont les plus extraordinaires. Je crois qu'il ne faut pas trop dans des choses inutiles. Vraiment partir du besoin. Quelle information j'ai besoin d'avoir que j'ai besoin vraiment d'avoir. Ensuite, quelles sont les informations que si je les ai, c'est bien, et quelles sont les informations qui sont superflues, quoi. Et ensuite, on peut travailler en 3 strates. Donc, le premier niveau, rapidement accessible, visible par tout le monde, etc. Le deuxième niveau, peut-être un tout petit peu caché. Et le troisième niveau, ne pas s'embêter peut-être à le développer, ou etc. Vraiment partir vraiment du besoin et pas aller plus. Sinon, l'outil, il perd un peu de son utilité aussi. Le fait mais tu as raison. J'ai du boulot là pour la semaine prochaine, mais non, mais tu as raison pour ajouter une page un peu, tu vois, par où commencer et comment. Parce que oui, ça c'est une base, mais par où commencer quand on veut s'organiser. Effectivement, c'est prioriser et se dire c'est quoi les must-have, c'est quoi les choses qui seraient chouettes, mais qui sont un peu bonus. Et c'était quoi la dernière catégorie? Et superflu, vraiment superflu. Ce que je conseille souvent, la méthodologie simple pour être sûr de ne pas en faire trop, en fait, c'est de partir du B à bas. Gestion de qui doit faire quoi quand. En faisant qui doit faire quoi quand, en faisant un Kanban comme ça ou une liste, etc., au fur et à mesure des tâches, vous allez vous dire, il faut que la tâche, on la rattache à un projet. Ok, je rajoute la partie projet. La tâche, on a un financeur, le projet, on a un financeur, pour qu'on ait juste un financeur. Le projet, on a un budget, pour qu'on ait juste le budget. Donc, vraiment, partir de qui doit faire quoi et quand, et au fur et à mesure, au fil de l'eau, ça va se construire un peu tout seul. Et là, généralement, on ne va pas trop s'y perdre parce qu'on va vraiment le développer aux besoins, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment si on part vraiment de zéro. Et après, sinon, il y a les autres structures qui avaient déjà un fonctionnement soit numérique, soit papier. Et là, on peut partir de ce fonctionnement pour voir ce qui est vraiment utile, ce qu'ils n'utilisent vraiment pas, et vraiment prendre toujours les retours utilisateurs, essayer de voir un peu ce qu'ils font, comment l'utilisateur interagit avec Coda. Là, je vais vraiment dans la posture du consultant qui accompagne l'association. Comment l'utilisateur utilise Coda. Si on voit qu'il y a une fenêtre qu'il n'utilise pas du tout parce qu'il n'est pas utile, limite la supprimer, ça évite de prendre la place. Et si on voit qu'il y a des choses qu'il refait trop souvent, essayer de voir comment on peut simplifier ça avec Coda. Donc voilà un peu l'approche que je propose souvent aux associations.
En tout cas, à chaque fois qu'on échange ensemble, j'apprends plein de choses. Parce que c'est vrai que ça fait quand même un bout de temps que j'accompagne des structures et j'ai accompagné des associations, et on a accompagné des associations, mais c'était plus, voilà, des associations, sportives. Enfin, c'était pas des associations vraiment, avec, tu vois, tout ce système de financement et beaucoup de bénévoles et de parties prenantes. En fait, c'était des associations assez simples dans leur fonctionnement et en tout cas, quand on ouvre la porte, on découvre tout un univers et c'est vraiment une expertise à part entière de savoir ça, quoi. Savoir comment bien monter une asso, comment, la faire perdurer, comment gérer les bénévoles, les salariés, tout ça, c'est vraiment Il y a une bonne question là. un autre univers. Et d'ailleurs, on a des questions de Yann, il me semble. Vous avez le cas qui préfèrent continuer sur leur Google Sheet ou Excel par habitude. Comment tu accompagnes sur le changement? Ouais. Ah, on n'aura pas notre. Non, mais c'est vrai que. Bon, non, mais c'est vrai que c'est pas évident. Ouais. Effectivement, en fait, il y a un gros volet qui est la conduite du changement dans les associations. Souvent, vous avez des membres, en fait, surtout quand vous avez des bénévoles, hein, qui veulent pas, qui vont vous dire, ben, pourquoi vraiment, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'en fait, ils sont bénévoles, il faut leur faciliter la tâche, leur faciliter la transition. Donc, en fait, la première chose à faire, en fait, c'est de comprendre leurs besoins, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, et leur expliquer en quoi, en faisant comme ça plutôt que comme ça, ils gagneront du temps, quoi. Et pas essayer forcément de tout migrer depuis le début. Par exemple, une association qui a 20 projets, vous lui migrez juste un seul gros projet sur Airtable, par exemple, là, j'ai un exemple de Airtable, et vous lui montrez en quoi cet outil-là, il est facile, il est plus facile à utiliser, et va faciliter le travail de tout le monde, et ils s'y accorderont tous, et à partir de là, vraiment accompagner le changement, mais surtout être présent, vraiment être Ah, présent. c'est sûr, il faut les convaincre. Il faut les convaincre pour les faire. C'est sûr. Et non, je dirais même plus que convaincre, faut les convertir. En fait, il faut qu'ils se disent, OK, il n'y a pas de doute, on va gagner du temps, on va gagner de l'argent, ça va être plus simple pour tout le monde en faisant comme ça, donc on y va. Et accompagner, vraiment accompagner, ne pas hésiter à faire des séances toutes les semaines. Moi, je préconise toujours des séances d'1 heure par semaine pour voir les cas d'usage des membres, comment ils fonctionnent, les accompagner, etc. Et même des fois compléter un peu pour eux, tout ça, vraiment de l'accompagnement et du changement, surtout des assos, des fois qui viennent pas forcément d'un outil numérique, mais qui viennent du papier. Ça veut dire que c'est encore déjà, c'est parfois plus simple, c'est pas plus compliqué. Il y en a qui passent du papier au numérique, c'est même pas du Google Sheet au Airtable. D'ailleurs, avant qu'il soit trop tard, je vais vous partager du coup le lien pour télécharger. Donc là, vous allez pouvoir télécharger, pas du tout, mais vous allez pouvoir accéder au template et le dupliquer. Voilà, si vous le souhaitez. Et du coup, là, en fonction des commentaires, des conseils que nous a donné Niel et des petites choses qu'on a listées aussi ensemble, la semaine prochaine, jeudi 18 avril, à midi, il y aura une V2 avec notamment, on va aller plus loin dans la partie finance, les tâches, la collaboration, vraiment la gestion au quotidien de l'asso. Et voilà, comme je disais, quelques petits ajustements aussi après le live d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver et ce sera toi qui animera le Digital Expo. Exactement, tout à fait. À partir de la semaine prochaine, on se retrouvera, on traitera des cas d'usage. Vous pourrez les proposer en amont, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer en amont les cas d'usage auxquels vous êtes confrontés, et ensuite on les ajoute dans la liste des sujets qu'on pourra aborder. C'est vraiment. Voilà. De toute façon, c'est une fois par semaine, donc vous aurez il y a encore de belles, voilà, il y a plein d'opportunités d'explorer plein de sujets. Je sais qu'il y a Hello Asso. Vous allez sûrement aborder Hello Asso à un moment. Parce qu'il y a beaucoup d'assauts qui utilisent énormément Hello Asso. Donc, comment vraiment que Hello Asso, on n'ait pas besoin de se connecter tous les 4 matins sur Hello Asso, qu'on crée juste les billetteries, qu'on crée juste les événements, et que tout le reste, après, on traite soit sur Airtable ou autre, donc via Zapier ou automatisation. Donc, vraiment, l'idée, c'est vraiment d'éviter parce que je vois comment ça fonctionne. Hello Asso, par exemple, là, un cas typique. Hello Asso, c'est un très bon outil pour récupérer des adhésions, récupérer des inscriptions avec des billetteries, récupérer des dons, mais ce n'est pas un outil qui est fait pour traiter la data du tout. Par exemple. Hyper intéressant. Mais écoutez, je pense qu'on a fait un beau tour. Il est déjà 14h05, c'est passé très vite. Ça va vite, ouais. C'était super intéressant en tout cas d'échanger avec vous sur ce sujet-là. Merci beaucoup dans les commentaires pour votre participation.
Et on se retrouve jeudi prochain, Digital Asso sur le Twitch de Noctis France. Merci à tous. Merci Merci à Yaé. toi. Merci beaucoup à toi, Elise. De rien. Et merci Mathieu. Toujours tes conseils pointus. Mais tu viendras avec nous, Mathieu. Je sais pas si tu pourras jeudi à midi. Jeudi, ouais, à midi, non, ça va être chaud. Jeudi prochain, en plus, non, je peux pas. Bon. Je ne pourrai pas, malheureusement. On pensera à toi. Parce que Mathieu a une double vie de salarié et de, Oui. de fan / consultant. C'est ça. Écoutez, bonne journée pas de ensoleillée, bon week-end. Profitez du soleil. Profitez de l'arrivée du printemps et réponds à ta question sur Discord. Oui, merci Mathieu pour ton investissement aussi sur Discord. Yes. Ouais. Écoutez, à la prochaine fois. À bientôt et le replay sera disponible sur la chaîne YouTube tout simplement. Donc, si vous avez loupé ça, n'hésitez pas. Merci Yaé, merci Mathieu. Merci. Bye. Allez, bon week-end. Bye.